Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Drôle d'endroit pour une rencontre. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Riyad Sattouf. C'est un formidable auteur de bande dessinée. Il vient de publier le 3e volume de son autobiographie, L'Arabe du futur. C'est étonnant, non? Comment vous l'expliquez, ce succès dans le monde entier? Mais parce que c'est vraiment hyper bien. Nous serons ensuite en compagnie du grand réalisateur américain Oliver Stone. Vous le verrez, c'est un artiste très engagé dans les débats de son époque. Il nous parlera de son dernier film consacré au lanceur d'alerte Edward Snowden. Je ne suis pas allé là-bas pour faire un ami. Bien sûr. Mais comment est-il comme homme? Il est très rationnel. Peut-être trop. Il est honnête, il est rigoureux. Mais tout de suite, rencontre avec la chercheuse et essayiste Marcella Yacoub. Depuis des années, elle travaille sur la sexualité, sur la conjugalité. Et son dernier livre est une mauvaise nouvelle, puisqu'elle y annonce la fin du couple. Rien que ça. Bonsoir Marcella Yacoub. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Drôle d'endroit pour une rencontre, magnifique endroit pour une rencontre. On est ici à Paris, au Carmen, qui est un bar de nuit, mais qui fut autrefois l'hôtel particulier de Georges Bizet, qui a composé l'opéra Carmen. L'amour est enfant de bohème. Vous voyez? Oui. Je me suis dit, l'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Était un bon résumé de ce que vous faites comme chercheuse, c'est-à-dire travailler à l'intersection du droit et du sexe. Ouais. Ouais, c'est un petit ouais. Pourquoi non, ouais et pas oui? Non, mais c'est cette phrase que l'amour ne connaît pas de loi me semble très très belle et très juste en fait. Par rapport à la question du couple, effectivement, c'est très compliqué de faire entrer tout le monde dans la même norme, la vie commune, le fait d'élever des enfants ensemble, et être avec une seule personne, enfin bon... Tout ça nous éloigne de la vie de bohème, c'est ça? La vie de couple, c'est ce qu'il y a de plus éloigné que de la vie de bohème. Oui, mais surtout, on voudrait que ça convienne à tout le monde. C'est ça le problème avec la conjugalité, que ça ne convient pas à tout le monde. Alors il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup de cette... Oui, donc l'amour connaît des lois et l'amour est traversé par des lois et le couple lui-même est enserré par des lois, c'est ça? Exact. Et on voudrait que tout le monde, plus ou moins, vive de la même façon, mais on n'arrive même plus aujourd'hui à faire en sorte que les gens vivent en couple. En fait, il y a de moins en moins de couples, les gens divorcent de plus en plus, ils se marient de moins en moins. Et peut-être si on ne fait pas quelque chose pour changer ce qui se passe, il y aura de plus en plus de gens seuls, en fait, qui va être sans doute la solitude va être une plaie, enfin, ça l'est déjà, mais ça va s'accroître de plus en plus si on ne fait pas quelque chose pour défaire les couples. Vous publiez un livre chez Stock qui s'intitule « La fin du couple ». Est-ce que vous croyez que de nouvelles formes de couple vont émerger? Je ne sais pas si exactement ils vont émerger avant qu'il y ait une véritable révolution, en fait. Les gens ne sont même pas capables d'imaginer qu'il peut y avoir des alternatives au couple. On leur a fait comprendre que c'était les nec plus ultra de l'humanité. Même coup, les gens qui ne sont pas en couple, ils attendent de trouver les princes charmants ou la princesse charmante. Quand on échoue plusieurs fois, ce qu'on vous explique, c'est que vous n'avez pas trouvé la bonne personne, soit que vous avez des problèmes psychologiques. C'est les deux explications qu'on donne, quand en réalité, peut-être, ce qu'il faut trouver, c'est d'autres formes d'association. Mais ça, c'est même pas concevable, en fait. Expliquez-nous en quoi le couple est un enfer. C'est un enfer pour différentes raisons, mais l'une d'entre elles, c'est qu'elle compromet l'égalité entre les hommes et les femmes. Vraiment? Parce que, malheureusement, ce sont les femmes qui ont en charge la reproduction et les enfants. Alors, du même coup, tout ce qu'elles ont obtenu comme liberté, comme émancipation grâce à l'égalité juridique et grâce au fait que nous, maintenant, on est plus diplômés que vous, les hommes, nous les payons d'une manière réelle par les temps que nous consacrons aux enfants, enfin, c'est pas mon cas, que je n'ai qu'un chien, mais... et qui vous prend beaucoup de temps déjà. Même les chiens, même qui ne doivent pas faire l'université, ni se marier, ni quoi que ce soit. Et déjà un problème pour vous. Un problème. Mais de fait, les femmes affaiblissent leur investissement professionnel à cause des enfants. Et voilà, du coup, déjà, c'est une source d'inégalité
entre les hommes et les femmes. Quand vous dites la fin du couple, vous faites un constat ou vous lancez un mot d'ordre, à bas le couple? C'est les deux choses à la fois. Moi, mon analyse, c'est que on vit toujours dans l'ombre des mariages bourgeois, c'est-à-dire on a essayé de réaménager les mariages bourgeois, et on vit dans la dernière période de ces réaménagements, qui consiste en quoi? En gros, à soumettre, disons, la sexualité à un projet conjugal, parce que la sexualité pourrait servir pour unir beaucoup plus de mondes. Enfin, c'est dommage, c'est une énergie tellement puissante et tellement cosmique qu'à deux, c'est gaspillé. Il pourrait servir à unir beaucoup de mondes et à constituer en quelque sorte un socle de lien social au lieu de nous séparer, en fait. Mais cette sexualité cosmique, elle prendrait quelle forme concrète? On a du mal à l'imaginer. C'est quoi? C'est une immense partouze? Non, moi j'ai essayé dans mon livre de traduire un tout petit peu l'hypothèse de Fourier, qui était un auteur du début du 19e siècle, dont les livres, Le Nouvel Ordre amoureux, a été caché jusqu'aux années 60, enfin pendant 150 ans a été caché. Et Fourier lui-même a caché son propre livre. Mais lui, il partait d'une hypothèse qui, à mon avis, est très intéressante. Lui, il voulait instaurer quelque chose qu'on pourrait appeler la philanthropie sexuelle. Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est un concept extrêmement révolutionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sexe ne sert pas simplement pour assouvir nos désirs, mais aussi pour... il disait, il faut quand même être capable d'être généreux avec le sexe. C'est-à-dire qu'il faut quand même donner un peu de plaisir sans forcément assouvir ses propres désirs. Il pensait aussi qu'il fallait instaurer un droit au minimum sexuel. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui doit rester... disons, dans l'état des misères sexuelles, sans partenaire, en fait. Il avait imaginé qu'il y avait des gens les plus beaux et les plus jeunes et tout ça, qui constituaient une cour d'amour, qui donnaient du plaisir aux gens qui pouvaient pas trouver des partenaires. Autant on nous dit d'être généreux avec l'argent ou avec notre travail, etc. L'idée d'être généreux avec les plaisirs, ça apparaît comme quelque chose de complètement saugrenu. Et ce qu'il disait Fourier, c'était que ces gens-là, les généreux, seraient tellement valorisés socialement qu'il y aurait beaucoup de gens qui voudraient faire ça, en fait. Excusez mes questions personnelles. Vous êtes marié, déjà? 2 fois. 2 fois, pardon. Alors, pourquoi? C'était pour, comment dire, un terrain d'enquête? Vous écriviez, vous prenez des notes pour vos livres? Ou c'était le désir de se marier que beaucoup de gens peuvent, après tout, ressentir? 2 fois en plus. Je savais que ça ne m'engageait pas à grand-chose, en fait. Et quelque part, à une époque, je me disais... Je ne sais pas pourquoi, comme je suis juriste et que j'avais beaucoup étudié la question du mariage, je disais, oui, c'est peut-être intéressant d'un point de vue anthropologique ou je ne sais pas quoi. J'avais tort. J'avais tort. Vraiment? Non, moi, je regrette. Donc vous êtes marié par amour du droit, en fait, plus que d'un homme. Quelque part, oui. Mais le Pax, ça n'a pas été pour vous une autre possibilité offerte à des gens très différents de s'unir ponctuellement, sans que ce soit à l'église, sans décorum, etc. C'est une procédure administrative très simple. Comme les Et donc un concubinages. Pax à 3, par exemple, à 4, à 5, une forme d'alliance plus nombreuse serait pour vous une alternative à regarder. Je pense qu'il faudrait multiplier les possibilités. Pour le coup, les Pax à 3 ou 4 pourraient être un espace de solidarité économique, par exemple. Mais ce n'est pas forcément quelque chose dans lequel l'amour ou la sexualité doit avoir lieu. Enfin, je pense que cette histoire de l'amour et de la sexualité doit être désentravée de ces formes de solidarité économique. Effectivement, moi, je trouve magnifique de pouvoir s'associer à d'autres pour partager un logement, pour partager une voiture, garder des enfants à plusieurs. Enfin, moi, je trouve que même du point de vue écologique, c'est génial que les gens vivent à plusieurs. Mais la question de l'amour, de la sexualité, c'est encore autre chose, en fait. Mais j'ai l'impression qu'elle est insituable. On n'arrive pas, dans le cadre de notre échange, à faire atterrir cette question-là dans une forme. Le couple, vous le critiquez, le mariage, vous le critiquez, le Pax
également, un Pax à plusieurs aussi. Je n'arrive pas à imaginer quelle pourrait être la forme dans laquelle pourrait émerger une belle façon d'aimer, une autre façon d'aimer, une autre façon d'être ensemble. Moi, je crois que le secret, c'est la multiplicité. Des partenaires? Des partenaires. On devrait avoir 10 amants ou 12 en même temps, ce qui impliquerait que quand nous rompons une relation, nous serions moins tristes. Oui. Parce qu'on aurait quand même des épaules consolatrices. De quoi se consoler avec d'autres. Et aussi, il y a une partie de la générosité, c'est-à-dire que il y a une partie du sexe pour nous-mêmes et une partie aussi pour la collectivité, c'est-à-dire la fin de l'idée égoïste de la fidélité conjugale. Et vous imaginez des gens qui continuent à véhiculer cette double morale, c'est-à-dire qu'un garçon qui couche avec beaucoup de filles, c'est un champion. Un donjon. Et une fille qui couche sans sentiment, c'est une pute. C'est terrible encore qu'il y ait cette inégalité. Moi, je crois que malheureusement, la sexualité féminine continue à être très entravée à cause de cette idéologie du sexe avec ou sans sentiment, en fait. Parce que les femmes, ils ont une sorte de théorie très instrumentale de la sexualité, c'est-à-dire que pour les femmes, la sexualité continue d'être un moyen pour trouver un partenaire, un père des enfants, etc. Elles ne se sont pas encore retrouvées avec la sexualité comme expérience. Vous êtes sûr? Malheureusement, les sentiments, ce n'est pas la meilleure façon d'explorer la sexualité. Hein. Il faut peut-être aussi coucher sans sentiments pour savoir de quoi il est question. C'est une expérience extrêmement complexe et si vous couchez qu'avec des sentiments, vous allez penser plus à l'amour qu'à l'expérience sexuelle elle-même. En fait, je pense qu'il faut avoir toutes sortes d'expériences. Vous êtes émancipé d'un diktat qui pèse très lourd, c'est vrai, dans la société, qui est qu'il faut se reproduire. Qu'on n'est pas un être achevé tant qu'on n'est pas père ou mère. Ah non, ça, j'ai jamais cru à ça. Par C'est contre, vrai. je me souviens qu'avec mon frère, on disait, mais pourquoi tu nous as fait naître quand il y avait un problème? Et moi, j'ai la peur qu'un enfant à moi me dise ça. Je pense que m'a empêché de la transmission biologique, en fait. À quoi ressemblait la famille Yacoub en Argentine? Oh là là, quelle question vous me posez. Une famille avec une mère très émancipée, qui travaillait beaucoup et qui était très méchante. Ça vous fait rire. Elle était méchante, pourquoi? Et sur je quoi? sais pas, elle était méchante. Non, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir... Et votre père? Lui, il était très bien. C'était un vrai père. C'est quoi un vrai père? Quelqu'un qui avait remplissait ses rôles de l'égalité. Il était un homme qui assurait toujours. Un vrai père. L'image de père comme ça, psychanalytique. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui étaient très extravagants et très sympathiques. Alors, du coup, ça a compensé un peu. Ce qui se passait à la maison. Mais vous avez eu une enfance, une adolescence heureuse dans cette structure familiale. Telle que vous la décrivez, bon, ça a l'air pas mal, hein? Non, ma famille était un désastre. Un désastre. Non, mais c'est pas. Je veux dire, vous savez, c'est pas pour ça que je suis contre la famille. Hein. Au contraire, je pense que la famille c'est quelque chose de très important et que une des choses qu'on a perdues avec les couples actuels, c'est justement les liens familiaux qui sont devenus trop fragiles, en fait. Parlons des animaux maintenant. Puisque c'est l'autre pôle de votre vie. Parlez-nous de votre chien. Pourquoi vous l'avez pas ramené? Parce que comme notre société est très discriminatrice Oui. à l'égard des animaux. Méchante. Et du coup, il y a beaucoup d'endroits où elle ne peut pas venir. Alors du coup, des fois, j'anticipe un trop. Je pense qu'on ne va pas le laisser rentrer. On aime bien les drôles de chiens, nous. Hein. Il est bizarre, hein, votre chien. Bizarre. Physiquement. Parce qu'il est moche, c'est ça. Oh, elle est horrible. J'osais pas le dire, mais si c'est sa mère qui le dit, je me sens maintenant totalement libre. J'ai rarement vu une bête aussi laide. Elle est grosse, en fait. Oh, non, elle n'est pas si moche. Elle est atroce, non, sincèrement, je vous le dis. Mais sympa, mais sympa. Oui, elle n'est pas très intelligente non plus. Il faut dire qu'elle, juste, je sais pas, je l'aime comme ça, depuis tous ses défauts. Il n'a même plus des dents parce qu'elle est vieille maintenant. Mais voilà, je l'aime quand même. C'est une vieille fille. Oui, une vieille fille qui n'a jamais été mariée, parce qu'elle est stérilisée. Alors, du coup, les chiens, d'abord, il la trouve mignonne, mais une fois qu'il voit qu'il ne peut pas concrétiser, il la laisse tomber. Elle est toujours triste à cause de ça. C'est triste.
Même les chiens ont des histoires d'amour et de couple difficiles. Ah, terrible, terrible, oui. Bon, vous l'embrasserez de notre part, Mais je ne manquerai pas. hein, et vous lui dites pas ce qu'on a dit sur son physique, hein. Juste de l'amour. Merci Marcella Yacoub. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Changement de décor, on va parler d'un genre que j'adore, les comédies musicales. À l'automne, elles foisonnent. Alors sommes-nous en France dans un nouvel âge d'or du genre, ou bien les comédies musicales étaient-elles meilleures avant? On voit ça tout de suite. Cet automne, Paris, c'est Manhattan. Plus précisément, la 7e avenue, celle qu'on appelle aussi Broadway. Les comédies musicales débarquent en force sur les planches parisiennes. Salle Gaveau, Théâtre du Châtelet, Palais des Sports, Palais des Congrès. Vous avez l'embarras du choix. Les Trois Mousquetaires, Le Fantôme de l'Opéra, Oliver Twist. 3 spectacles phares qui se contentent d'adapter des œuvres archi-connues du patrimoine. Ça manque d'imagination. Et pourtant, les salles sont pleines. La comédie musicale, genre populaire, a fini par séduire la France. Aux États-Unis, c'est une religion depuis ses débuts. Mais l'âge d'or qui a produit de véritables chefs-d'œuvre semble bien fini. D'où notre question. Les comédies musicales, est-ce que ce n'était pas mieux avant? Bien des choses ont changé. Avant peut-être, mais surtout ailleurs. New York, Theater District. Les premières comédies musicales naissent ici pendant les années folles. Mais le genre manque cruellement d'ambition artistique. Le cinéma parlant change tout et débarque avec ses stars comme Fred Astaire et Ginger Rogers. Canotier, nœud papillon pour monsieur, petit col d'écolière pour madame. Le duo pose les bases de l'âge d'or de la comédie musicale. C'était une période mythique. Broadway et les studios fournissaient plusieurs chefs-d'œuvre à l'année, résumés en quelques mots par Frank Sinatra. For instance, boy meets girl, boy loses girl, boy sings a song and gets girl. The plots were that simple. Sauf que c'était un peu plus que ça. Avant, il y avait des règles. La première, une chorégraphie millimétrée. En la matière, le maître incontesté, c'est Gene Kelly. Derrière les parapluies et le sourire, se cache l'homme qui a révolutionné la comédie musicale. La mémoire cinéphilique a retenu la rengaine sous le crachin. Il y a surtout le mélange ballet classique et moderne, et les claquettes. Il y a aussi les jambes de Sid Charisse. Un chef-d'œuvre à elles toutes seules. Elles étaient si bien ciselées, ces chorégraphies de l'âge d'or, qu'elles sont éternelles. La guerre des Jets et des Sharks dans les rues de New York est un sommet du genre. West Side Story triomphe sur les planches et au cinéma. 10 Oscars, un record pour une comédie musicale. On attend toujours celle qui va la détrôner. Deuxième règle d'or, la musique. Pour West Side Story, l'immense Leonard Bernstein est à la baguette. Le génial chef d'orchestre est aussi l'auteur de la partition d'Un jour à New York. Bref, à l'époque, on ne fabriquait pas des tubes, mais des standards inoubliables. 20 ans plus tard, la mode capillaire change, mais pas le souci d'excellence. Hair, le show Peace and Love, est un condensé de morceaux qui ont marqué une génération entière. C'est la troisième règle de la comédie musicale à l'ancienne, un spectacle en prise directe avec l'air du temps. Ici, les 60s, la libération des mœurs, la jeunesse en but avec la société. Tous les jeunes s'y retrouvent. Le Hair Made in France est aussi un énorme succès et révèle Julien Clerc, pourtant pas très motivé au départ. Quand j'ai refusé de le faire, il a fallu qu'il m'envoie à Londres pour le voir et qu'ensuite je ressente le même choc en voyant les auditions à Paris que le choc que j'avais ressenti à Londres en voyant le show. Et là, j'ai accepté de le faire. Vous m'en direz tant, Julien est devenu bankable et Hair a donné des idées aux Français. Daniel Balavoine et Michel Berger s'associent au Québécois Luc Plamondon pour le spectacle Starmania. Ambition affichée, faire une comédie musicale à la française. Je crois qu'en français, on peut faire un grand spectacle musical pas à l'image des spectacles américains, différents, mais qui soit du même format, disons, c'est-à-dire un spectacle très visuel pour une grande salle. L'album tiré du spectacle se vend à plus de 2 millions d'exemplaires et tord le cou aux idées reçues.
tous ces producteurs qui pensent que la comédie musicale ne marche pas en France. En fait, quand c'est bon, ça marche. C'est vrai, ça marche. Prenez Notre-Dame de Paris, votre deuxième grand succès. Le public était là. On en retient surtout le maquillage très réussi de Garou, une ritournelle sirupeuse et le scénario d'un certain Victor Hugo, fournisseur attitré d'histoires bien ficelées. Car la comédie musicale d'aujourd'hui, surtout française, pioche dans le patrimoine plutôt que d'inventer ses propres histoires. Et les succès d'hier sont ceux d'aujourd'hui. Esmeralda et Quasimodo reviennent d'ici quelques semaines. Les 10 commandements, eux, repartent en tournée pour fêter leurs 16 ans. Le problème à faire du neuf avec du vieux, c'est qu'on n'innove plus. Et à force de miser sur le succès facile, on oublie que sans imagination, il n'y a pas de création. Le 3e tome de l'Arabe du futur vient de sortir et s'installe déjà en tête des meilleures ventes en librairie. Son papa est l'auteur-dessinateur de bande dessinée le plus populaire de l'Hexagone. Tout de suite, Riyad Sattouf en 90 secondes et 3 mots. Le petit Riyad naît à Paris en 1978, mais c'est en Syrie, d'où son père est originaire, qu'il passe une grande partie de son enfance. Cette histoire, il la raconte depuis plus de 10 ans dans sa série L'Arabe du futur. Au sommaire, l'épisode traumatique de sa circoncision ou sa tignasse blonde qui fait craquer les copines de sa mère. Ça a attiré l'attention de tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde voulait me toucher en permanence. Traduit en 17 langues et vendu à plus d'1 million d'exemplaires, L'Arabe du futur est un triomphe planétaire. Sattouf aime raconter des histoires de mecs, la sienne donc, mais aussi celle de personnages inventés au fil des années et des albums. Pascal Brutal, le macho viril plein de sensiblerie, ou les jeunes qu'il raconte dans La vie secrète des jeunes. Je m'attarde assez peu sur les choses qui vont bien. J'aime bien quand les gens s'engueulent. L'adolescence justement, ça ne se passe pas toujours bien. Sattouf, dessinateur, devient réalisateur et filme les affres de l'adolescence dans Les Beaux Gosses en 2009. Résultat, carton en salle et César du meilleur premier film. Et les femmes alors? Rassurez-vous, Riyad Sattouf n'y est pas insensible, surtout quand il s'agit de parité. Janvier dernier, constatant qu'aucune femme ne figure à ses côtés dans la liste des nominés au Grand Prix du Festival d'Angoulême, il se désiste au profit d'une de ses consoeurs, la grande classe. Riyad Sattouf, c'est donc l'histoire d'une success story qui mêle talent, humour et conviction. Bonjour Riyad Sattouf. Bonjour Nicolas Demant. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteur, dessinateur de bande dessinée. Alors on est dans un drôle d'endroit pour une rencontre. On a le privilège absolument incroyable d'être ici au cœur du cabinet des dessins du musée du Louvre, qui est un endroit qui n'est pas ouvert au public, mais où dorment des milliers de dessins, des milliers de chefs-d'œuvre. C'est assez émouvant, non, pour un dessinateur comme vous, d'être ici? C'est juste incroyable, oui, en effet. Et on nous a présenté un certain nombre de dessins originaux. C'est extraordinairement émouvant de voir les dessins qui, justement, ont accroché votre œil, ceux de Bruegel. Pour quelle raison? Bon, c'est difficile de dire qu'on a été influencé par Bruegel, par exemple, c'est vraiment très prétentieux de dire un truc comme ça. Mais ce que j'ai toujours adoré dans ses dessins, c'est le fait qu'il dessinait les gens tels qu'il les voyait dans la rue à son époque. Et c'est quelque chose, finalement, qui est assez rare, parce qu'il vivait au XVIe siècle. La peinture était réservée aux nobles, enfin, on embellissait les choses, et lui adorait dessiner les visages tordus, les gens voûtés, les gens qui vivaient dans les fossés, quoi. Il y avait un côté très ethnologue, comme ça, il dessinait ce qu'il voyait, et c'est quelque chose que j'ai toujours adoré, parce qu'on suppose que c'était comme ça à cette époque-là, on le voit assez rarement. En tout cas, par la grâce de cette émission, et je tenais à vous en féliciter, Riyad Sattouf, vous êtes le premier auteur de BD à entrer au Louvre. Merci. C'est une forme de consécration pour vous? Non, je dirais pas ça, mais ça me fait très plaisir d'être ici, oui. Le dernier volume de l'Arabe du futur sort chez Alary Éditions. C'est votre autobiographie, une jeunesse au Moyen-Orient, 1985-1987. Et je vais vous demander tout simplement de nous permettre d'entrer avec vous dans votre atelier. Comment vous composez cette page? Alors, les différents volumes de l'Arabe du futur commencent tous de la même façon, c'est-à-dire la première bande supérieure de l'image. C'est un petit dessin de moi quand j'étais petit qui grandit au fur et à mesure des volumes avec des petites flèches
qui le décrivent. Voilà, donc c'est un principe qui revient chaque fois pour faire rentrer le lecteur dans une autre chronologie. Époque, oui, c'est ça. Voilà. Alors, la suite de la page, en revanche, comment vous composez? En fait, c'est assez peu intellectualisé parce que j'écris tout sous forme de storyboard. Disons que je ne fais pas de séparation entre le texte et le dessin. J'écris le dessin et le texte en même temps. Donc je dessine des cases rapidement avec des petits croquis. Donc c'est une bande dessinée lisible. Donc j'efface, je refais, je découpe, je recolle. Voilà, c'est un travail qui va étape par étape jusqu'à temps que la lecture me semble très fluide et me convienne. Ça se passe en Syrie, l'Arabe du futur, dans des villes, dans des endroits qui aujourd'hui sont à la une de l'actualité pour des raisons qui n'ont rien à voir avec celles que vous décrivez dans cet album. La guerre, les bombardements, la misère, l'effroi, l'exil. Quel rapport avez-vous à cet aspect-là de l'actualité, c'est-à-dire les paysages de votre enfance dévastés? Je ressens une immense tristesse, évidemment, une immense peine quand je vois toutes ces... C'est stupéfiant parce que ce qui a déclenché l'envie de faire l'Arabe du futur, c'est qu'au début des premières manifestations pacifiques en Syrie, en 2011, j'ai dû aider une partie de ma famille qui habitait encore là-bas à venir en France. Moi, j'étais intimement persuadé que le pays irait jusqu'à sa destruction totale. Alors à l'époque, c'était pas encore la guerre du tout, mais j'étais certain que ça allait très 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 mal finir. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés à faire venir ma famille en France. Et j'ai assisté à la dégradation de la situation et c'est ce qui m'a donné envie de faire cet album de bande dessinée. Parce que j'ai voulu raconter l'histoire de ma famille. Pour faire ça, il fallait que je raconte l'histoire depuis le début. Le village où j'habitais, qui s'appelle Ter Marle, est pas non seulement un coin perdu du monde, mais c'est aussi un coin perdu en Syrie, en fait. Et quand un matin je me suis levé et que j'ai vu sur mon téléphone moderne une alerte du Monde qui disait les chars sont entrés à Ter Marle, c'était stupéfiant, c'était un endroit qui est inexistant aux yeux du monde. Vous décrivez dans l'Arabe du futur subtilement ce qu'est une dictature, celle du père Assad, Hafez el-Assad. C'est-à-dire que c'est une image qui en impose et quand on se rapproche, on voit en fait les lézardes qui composent l'image. Je me trompe? Alors du point de vue de l'enfance, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans l'Arabe du futur, j'étais pas aussi conscient que ça de la situation. C'est vrai que nous habitions dans ce petit village. Il n'y avait pas de portrait d'Assad dans ce village, parce que c'était un village sunnite, donc je pense qu'il ne voulait pas, comme Hafez el-Assad était chiite, il ne provoquait pas forcément en mettant des portraits de lui. Et donc nous vivions dans ce village, c'était plus la loi traditionnelle paysanne musulmane qu'on expérimentait avant le poids de cette dictature qui était plus lointaine, qu'on voyait quand on allait à la ville, mais cette figure de moustachu de Hafez el-Assad qui sourit et c'était une sorte de figure stalinienne en fait. Sur de tels sujets, considérant qui vous êtes, français, syrien, ayant grandi au Moyen-Orient, dans un pays qui est aujourd'hui en guerre, on pourrait se dire, Riyad Sattouf pourrait faire de la bande dessinée politique, militante. Et ce n'est pas le choix que vous faites. Pour quelle raison? Ça vous intéresse pas? Moi, c'est vrai que j'ai tourné autour de l'idée pendant très longtemps, mais la Syrie que j'ai connue, moi, c'est la Syrie des années 80, 90. Je n'ai pas connu la Syrie du fils Assad. Je préfère décrire des faits, parce que même mes idées ne sont pas forcément très claires politiquement. C'est-à-dire, je ne pense pas que la vie soit de droite ou de gauche, ou qu'on doit forcément... J'assemble des faits, je pense que les événements sont toujours beaucoup plus compliqués à interpréter que de donner tout de suite son opinion comme ça. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis pas capable. Donc, je m'en tiens au livre et je me dis, voilà, je vais raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. En tant que lecteur ou spectateur, je me sens toujours mal à l'aise quand je sens trop ce que pense l'auteur. Je vais essayer de vous poser une question, Jacques Chancel. J'adore. J'espère être au niveau. Pourquoi l'enfance, Riyad Sattouf? J'adore cette question. Eh bien, j'ai toujours eu beaucoup de souvenirs de mon enfance qui ne sont jamais partis. Et j'ai l'impression d'avoir eu 10 ans la semaine dernière. Le monde sensoriel de l'enfance me semble essentiel, beaucoup plus riche que celui des adultes. C'est vrai que quand je me tourne vers la description de la jeunesse ou de l'enfance ou de mon enfance, je repense aux odeurs, aux couleurs, aux bruits, et des choses auxquelles je ne penserais pas forcément à l'âge adulte.
Voilà, montrer le monde à hauteur d'enfance, c'est aussi le montrer sans jugement et se permettre de montrer des choses très choquantes. Parce que dans l'Arabe du futur, par exemple, je parle de mon père qui était extrêmement raciste, qui était quelqu'un avec une grande violence en lui, qui était contre la démocratie, qui voulait faire des coups d'État, exécuter les gens. Et quand on le montre d'un point de vue de l'enfance, ça fait ressortir cette violence et en même temps, c'est désarmant parce qu'on se dit que des millions d'enfants grandissent comme ça et ça montre un point de vue sans jugement. Et j'aime que le lecteur soit seul juge, voilà. L'Arabe du futur, on vous demande, j'imagine, à chaque fois, pourquoi ce drôle de titre? Le titre L'Arabe du futur, c'était une phrase que mon père disait souvent, c'était que quand je voulais pas aller à l'école, comme tous les enfants, il me disait, mais si, tu dois aller à l'école parce que l'Arabe du futur va à l'école. A contrario du fait que pour lui, l'Arabe du passé était un homme soumis aux grandes puissances, bigot, ignorant, analphabète. Donc lui, pour lui, l'Arabe du futur devait être très éduqué. Et là-dessus, vous l'avez pas déçu, vous étiez absolument une bête à l'école. Hein. Ouais, j'étais premier. C'est pas facile pour les filles après, non? Ben non, ni pour les garçons non plus, parce qu'on n'aime jamais vraiment celui qui est devant nous tout le temps et qui a un lèche-cul et qui répond à toutes les questions du prof dès qu'il y a un... Vous avez, Riyad Sattouf, un album de Tintin, Les Aventures de Tintin, le Lotus bleu sur les genoux. J'aimerais savoir quelles sont vos influences. J'étais très étonné d'apprendre en fait que Hergé en était une. Alors dites-nous pourquoi avant de nous montrer une image. Disons qu'en fait, Hergé, j'ai appris à lire concrètement avec ses albums. Les premiers livres que j'ai ouverts, j'avais 4 ans et c'était des Tintins. Et je pensais à cette époque-là que Tintin était comme le soleil ou la terre ou le vent, que ça existait de toute éternité en fait. Et j'étais ébloui de ce que je voyais. Le jour où j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un derrière, qui avait dessiné ça, qui avait choisi les couleurs, qui avait choisi les positions, ça m'a semblé évident que c'était ce que je voulais faire, en fait. Alors, montrez-nous une image du Lotus bleu, lu par Riyad Sattouf, aujourd'hui auteur de BD professionnel et regardant le travail d'un autre auteur de BD, Hergé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Hergé, en fait, a fait redessiner ses albums plusieurs fois par son studio, et donc il y a vraiment plusieurs versions de ses albums. Et moi, j'adore les premières versions. Là, le Lotus bleu, c'est une édition facsimilée, et donc c'est une des premières, et on remarque que Tintin est dessiné de manière différente, et je le trouve beaucoup plus expressif. Milou est toujours des tronches pas possibles, c'est-à-dire il se permet de changer en fait la forme de Tintin d'une case à une autre. Tintin est différent, si vous le regardez là avec son petit pistolet, c'est pas le même que celui qui tient Milou ici. Sauf qu'en fait, la puissance expressive qui ressort de cette posture, le lecteur s'en rend pas forcément compte, mais il l'intègre dans sa lecture, et ça fait une expérience de lecture extrêmement puissante. Les images de nuit, là, de Tintin. Images de nuit, voilà, j'adore les images de nuit de Tintin, notamment celle-ci. Les couleurs, il y a 2 couleurs, en fait. C'est-à-dire, il y a le bleu, qui est une sorte d'aplat général, et le jaune des lumières. Ça donne une ambiance d'une puissance extrême, et c'est à mon humble niveau, mais je sais que dans l'Arabe du futur, j'ai limité les couleurs. Il y a 2 couleurs par pays, et ça permet de se limiter, de se mettre des contraintes et d'essayer d'être le plus expressif. Vos chiffres de vente pour l'Arabe du futur sont dignes de Pascal Brutal, roi des hommes. Pour l'Arabe du futur, sur toutes les langues dans lesquelles il est traduit, on parle de quoi? C'est millions, là, d'exemplaires. Énorme. Non, c'est un super succès, oui, c'est vrai. C'est étonnant, non? Comment vous l'expliquez, ce succès dans le monde entier? Mais parce que c'est vraiment hyper bien. Voilà. Et donc c'est une super BD. Non, en fait, si j'étais capable d'expliquer, j'essaierais de le refaire à chaque fois. Moi, de ce que j'ai vu de mes lecteurs, j'ai fait beaucoup de rencontres dans des librairies, même dans plusieurs pays, et ils ont quelque chose en commun, tous mes lecteurs, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas lecteurs de bande dessinée et qui sont intéressés par le monde dans lequel ils vivent, par la description du monde et une description qui soit honnête de quelqu'un qui a vécu une expérience. Et je crois que le fait que je raconte quelque chose qui soit personnel et qui puisse aller offrir un éclairage différent de l'éclairage qu'on peut avoir par les médias ou par les journaux, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup parce qu'ils y trouvent une certaine sincérité, une certaine honnêteté. Est-ce que Pascal Brutal, c'est vous? C'est un aspect de moi-même, sans doute. Ce roi des hommes, hyper musclé, viril. Mais disons que... Enchaînant les conquêtes, l'homme aux 7000 conquêtes, c'est vous. Disons que
Pascal Bruttal représente un archétype de virilité masculine. Et notamment le fait qu'il vous touche autant. Ça ne m'avait pas. Alors oui, le fait qu'il me touche autant, oui, doit sans doute à voir avec la psychanalyse ou quelque chose de très fort. C'est un archétype viril, ça ne m'avait pas échappé. J'allais vous interrompre pour dire ça. Disons que comme les êtres humains sont quand même des singes, donc on est des primates. À partir du moment où on est un primate, on a envie d'être dominant. Donc il y a des mâles dominants. Donc on domine toujours d'autres mâles malgré nous. Par exemple, vous êtes un mâle dominant par rapport à votre équipe. Pas du tout. Si vous saviez à quel point je suis dominé. D'ailleurs, c'est pour ça que vous aimez Pascal Bruttal. Et donc cet aspect de masculin, ça a été une problématique qui remonte d'ailleurs à l'époque de l'Arabe du futur, parce que je le raconte dans l'Arabe du futur. Pour être un garçon, il fallait aimer le football, par exemple. Il y a des codes, des choses à faire et des choses, des étiquettes à avoir si on veut être considéré comme un homme. Oui, c'est l'archétype du macho dans un univers, la BD, qui est quand même un peu machiste. La bande dessinée a été longtemps un univers machiste, mais ça s'ouvre énormément aux filles maintenant. À quel moment, paf, la vocation, la certitude que ce serait votre vie? Je crois que c'est une professeure d'art plastique en 3e qui un jour m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et je lui ai dit « Je voulais être pilote de chasse ». Et donc elle a éclaté. Même moi, je rigole. Voilà, c'est ça. Et elle s'est moquée de moi immédiatement. Elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire ça? Tu dessines hyper bien, sois dessinateur. » Et en fait, je me suis dit « Bah oui. » Comme je dessinais toujours, je pensais que j'allais faire ça toute ma vie, mais j'avais pas capté que j'allais pouvoir peut-être éventuellement en vivre pour en faire mon activité principale. Et à part Hergé, quand vous aviez cet âge-là, vous lisiez quoi? Quand j'étais enfant, je lisais que Hergé. C'était les seules bandes dessinées que j'avais en Syrie. Et à l'adolescence, c'est vrai que j'ai découvert toute une autre génération d'auteurs. Donc il y avait Jean-Christophe Menu, David B. C'était des livres qui abordaient l'autobiographie, je crois. Après le succès colossal des Beaux Gosses, vous aviez reçu le César du meilleur premier film en 2010. Le film était fantastique. Vous allez refaire du cinéma ou pas? Eh bien, pour l'instant, je pense que je vais me consacrer quand même à la bande dessinée pendant quelques années. Donc là, vous travaillez au dernier volume de l'Arabe du futur. Oui, ils sont déjà écrits, les 4 et le 5. C'est vrai, ça y est, tout est fini? En fait, je les ai pas dessinés, mais ils sont sous forme de storyboard. Maintenant, alors je vais les retravailler, mais toute l'arborescence et la structure a été écrite. À part devenir Pascal Bruttal en soulevant de la teufon, comme vous dites, c'est quoi votre grand désir maintenant? Alors moi, c'est continuer à faire des bandes dessinées. Vraiment, c'est ce qui me rend le plus heureux. Donc je ne désire pas grand-chose d'autre que de raconter. Le bonheur, c'est un crayon ça y est, moi je suis un crayon et un morceau de papier. Disons que pendant des années, j'ai fait des bandes dessinées en ayant un très petit public. Maintenant que j'ai beaucoup de lecteurs, je suis ravi de rencontrer des gens dans les librairies. Je ne désire rien d'autre que de finir l'Arabe du futur. Et devenir plus musclé, mais ça, bien sûr. Ça, il va falloir bosser. Je vais m'y mettre, parce que je vais bientôt avoir 40 ans. Une petite crise de la quarantaine, il va falloir commencer en plein dedans. En plein dedans, voilà. C'est douloureux. C'est pour ça que vous m'en parlez. Ouais, exactement. Merci Pascal. Merci Pascal. On se retrouve à la salle de sport. Hein. Ça marche. Avant de retrouver Sting qui chantera juste pour vous, rendez-vous maintenant avec Oliver Stone, le réalisateur américain, qui nous parle de son dernier film consacré au lanceur d'alerte Edward Snowden. Il est de retour au cinéma. Le réalisateur américain Oliver Stone s'empare de l'histoire d'Edward Snowden, l'homme qui révéla le scandale des écoutes de la NSA. Il se passe au sein du gouvernement des choses vraiment graves, et je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Un nouveau film coup de poing, tout de suite Oliver Stone en 90 secondes et 3 mots. 1967, Oliver Stone n'a que 21 ans. Il s'engage dans l'armée et part combattre au Vietnam. Il en revient avec des décorations, mais surtout une profonde conviction antimilitariste. Ses premiers films sont tirés de son expérience de la guerre, notamment Né un 4 juillet et Platoon. Il fait d'ailleurs carton plein avec ce film en 1986, Oscar du meilleur film et celui du meilleur réalisateur. L'assassinat de John Kennedy, Richard Nixon ou George Bush, dont il compare la présidence à 8 ans de cauchemar, lui ont également inspiré des films. Très critique à l'égard de la politique américaine, il est un poil plus bienveillant avec Fidel Castro, à qui il a consacré un long documentaire. Inutile de préciser que celui-ci a fait grincer beaucoup de dents outre-Atlantique.
Elle accompagne souvent l'œuvre de Stone. Tueur né fut accusé de violences gratuites. L'enfer du dimanche décrivait le sport de haut niveau et les dérives du dopage. Cette année, il y a Snowden. Le réalisateur est parti à sa rencontre à Moscou pour préparer le film qui dénonce la phobie sécuritaire américaine. Bref, Oliver Stone, le gauchiste d'Hollywood, qui aime secouer les institutions de son pays. Bonsoir Oliver Stone. Bonsoir à vous, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cinéaste américain mondialement connu. Vous êtes de passage à Paris pour la sortie du film que vous consacrez à Edward Snowden, le lanceur d'alerte, le whistleblower, comme on dit en anglais, qui a révélé l'ampleur de la surveillance de masse aux États-Unis et dans le monde. Première question très simple, mais c'est une vraie question de curiosité. Vous détestez votre pays? Pas du tout, j'adore mon pays, c'est comme ma mère. Je ne suis pas d'accord avec ma mère et je le lui dis. Mais j'adore ma mère. C'est pas le pays, c'est un pays qui a été volé par des gens fascistes, disons, militaires. Fascistes? Fascistes, oui, parce qu'ils pensent dans la force, ils croient dans la force. C'est pas la première démocratie du monde? Tu te moques de moi? Je te pose la question sincèrement. Combien de millions il faut pour devenir... c'est cher la démocratie. C'est une oligarchie, on dira. Il faut beaucoup d'argent. Il faut le soutien des grandes sociétés. Il faut d'importants dons de Wall Street. Ils sont arrogants. C'est un peu comme Rome, tu sais. Rome, quand c'était le sommet de la décadence, cette élection avec Clinton... C'est très décadent. C'est la décadence de Rome, c'est la décadence de l'Empire. Ils parlent de rien de sérieux. Écoute, ils sont sur la télévision. Est-ce qu'ils parlent de la guerre de l'Amérique? Est-ce qu'ils parlent de la guerre, des attaques de drones? Est-ce qu'ils parlent du dérèglement climatique? De l'état de surveillance? Pas du tout. C'est de la télé-réalité. On rigole parce que Trump fait le show. Et Clinton lutte comme elle peut, etc. C'est très drôle à regarder, mais ce n'est absolument pas sérieux. Vous allez voter? Je vais voter, par conscience politique, mais je vais voter pour un candidat indépendant. Jill Stein, par exemple, elle représente la paix, mais c'est un vote gâché, un vote de protestation. Pourquoi avoir consacré un film à Snowden? Parce que c'est une histoire importante. Personne ne sait beaucoup de choses de la National Security Agency. C'est lui seulement qui a présenté cette évidence au monde et il a expliqué à moi comment c'était fait. Le directeur adjoint de la NSA m'a proposé un nouveau poste. Tu pourrais en dire plus? Et non, comme tu le sais. Trouver l'aiguille terroriste dans la meule de foin d'Internet. T'es prêt à passer à l'action? Celui-là a l'air croustillant. Attends, comment c'est possible? Si tu veux, ça fonctionne comme Google, sauf que ça cherche pas seulement dans ce que les gens rendent public. Donc, les emails, les chats, SMS, tout ce qu'on veut. Oui, mais on vise qui? Je comprends pas. Tout le royaume, Blanche-Neige. La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. Les Américains ne rêvent pas d'être libres. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Oui, sauf que malheureusement, les gens ignorent qu'ils ont passé un marché. Ils nous surveillent? C'est un garçon sympathique, décontracté, gentil, ou c'est quelqu'un de solitaire et de traqué? Je n'ai pas allé là-bas pour faire un ami. Bien sûr. Mais comment est-il comme homme? Il est très rationnel. Peut-être trop. Il est honnête, il est rigoureux. Il pense ce qu'il dit, tous les mots sont choisis. Vous savez, il a donné cette information aux journalistes pour rien. C'est pas faux. Il ne travaille pas pour l'argent, il travaille pour comme on dit en américain, le public interest. L'intérêt public, oui. C'est un film et c'est un personnage qui nous dit que la guerre moderne, elle ne se passe pas sur un terrain de bataille, mais elle se passe sur des écrans d'ordinateur. Que la guerre moderne, c'est la maîtrise de l'information. C'est en tout cas ça le raisonnement à la base. Ouais. Oui, le monde entier est devenu un champ de bataille. C'est ce qu'on lui a enseigné à la CIA. Le film commence avec Snowden qui nous révèle la surveillance globale mise en place par les États-Unis. C'est énorme. Et ça s'est fait sans consentement démocratique. Ils ne surveillent pas que les terroristes, ils surveillent absolument tout le monde. Ils explorent toutes les données de tous les pays. Et ils les utilisent pour mener la guerre cybernétique. C'est une nouvelle figure de la guerre, une guerre totalement secrète, qui utilise le cyberespace, les virus, les programmes malveillants.
qui installent des virus dans d'autres pays. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait même arriver en France. Vous avez peut-être en France des virus implantés par les États-Unis qui pourraient être utilisés contre vous, si vous n'étiez plus un allié des États-Unis dans l'OTAN. Et ce que montre... Ça te fait pas peur? Si, ça fait peur. Oui. Parce que... C'est un ally, c'est ton ami. Oui, c'est ça, on est censé être alliés à la base. Mais si on n'est plus alliés, les virus, les malwares, comme on dit, les virus pourront être réveillés et couper l'électricité, faire tomber les réseaux d'informatique, etc. Mais est-ce que c'est pas, Oliver Stone, la forme moderne de la guerre? C'est bien ça qui est effrayant. C'est une guerre moderne, et on ne sait pas comment elle a commencé. Elle n'a pas de visage, elle est secrète. C'est nous qui l'avons commencé et maintenant, vous voyez, c'est comme lâcher la bombe atomique, on ne peut pas garder ça secret. Les États-Unis espéraient que ça resterait secret, mais c'est pas possible. Et maintenant, tout le monde est au courant. Ce qui va se passer, c'est que lorsque la prochaine guerre va éclater, espérons que ça n'arrive pas, mais si ça arrive, on ne saura jamais qui a commencé la Troisième Guerre mondiale. C'est bien ça qui me fait peur. Edward Snowden a appelé ça la surveillance en mêlée générale, free for all. C'est la mêlée générale, on ne sait pas qui est qui. Mais ce que montre bien Snowden, c'est que quand on surveille une personne, on surveille les amis de cette personne, puis les amis des amis, puis les amis des amis des amis. Et une personne donne à la fin plusieurs millions de personnes surveillées. That's amazing. Oui, on en parle de ça. Ça s'appelle les 3 degrés de séparation. Si vous suivez une de vos cibles, en 3 bonds, vous obtenez combien? J'ai oublié. 4 million, I think. C'est ça, 4 millions, mon Dieu. Voilà 4 millions de personnes que vous pouvez surveiller. Et ça devient ridicule parce que pour faire ça, il faut dépenser une énergie incroyable, énormément d'argent. Et comme le dit Nicolas Cage dans le film, plus on regarde, moins on voit. Je voudrais aussi dire que dans l'ensemble, ce débat est ridicule parce que la plupart des Américains ne comprennent pas de quoi on parle. Ils ne comprennent pas que la surveillance de masse n'est pas nécessaire. Ils l'acceptent parce que la NSA leur dit « on a besoin de la surveillance de masse au cas où ». Ce que veut dire Snowden, c'est qu'on a besoin d'une surveillance ciblée, un vrai travail de détective. Mais à la place, les États-Unis ont tellement d'agences de renseignement différentes, la NSA, le FBI, la CIA et 15 autres agences qui ne se parlent pas entre eux et les recoupements ne sont pas faits. Colleen Rowley avait prévenu par exemple. C'était une lanceuse d'alerte. Beaucoup d'informations avaient surgi dans les mois précédents le 11 septembre, mais ils ne les ont pas recoupées. Ils n'ont pas d'excuses. Ils disent « on veut plus d'argent, plus d'agences de renseignement et on aura plus de sécurité ». Mais ce n'est pas vrai. C'est ça qui est grotesque avec la surveillance de masse. On est incapable de prouver que ça marche. La surveillance de masse, ce n'est pas seulement observer, espionner les gens. Il s'agit plutôt de changer de gouvernance. La raison pour laquelle ils le font, ce n'est pas pour trouver des terroristes. S'ils veulent la surveillance de masse, c'est pour pouvoir tout espionner. Si vous espionnez tout, vous pouvez espionner le gouvernement brésilien et Dilma Rousseff, donner des informations pour faire tomber Dilma. La Syrie, par exemple, aussi. Tout ce qui peut aider à un changement de régime. Comment votre film a été reçu en Amérique? Les avis ont été mitigés, très mitigés. La plupart des gens n'en ont rien à foutre de la surveillance de masse. Ils s'en foutent, ils se disent « peu importe, je ne suis pas un terroriste ». C'est un raisonnement simpliste. Ils ne se rendent pas compte de ce qui est en jeu. Donc des critiques mitigées et pas un excellent score au box-office. Je pense que ce sera mieux en Europe. Ici, les gens sont plus responsables face à ces sujets. Barack Obama, dans le film, a un bilan mitigé. Un bilan mitigé, oui. Il avait promis des réformes, de la transparence et des réformes. Il n'a rien fait de tout ça. Au contraire, il a surenchéri sur les positions de Bush sur la surveillance. Il a surenchéri, il a empiré les choses. Une surveillance plus efficace, plus puissante, avec plus d'argent. Rien n'a changé, à l'exception d'une ou deux réformes sur les programmes d'écoute, mais rien d'important. Pas de différence avec George Bush? Non, pas vraiment. Il s'exprime mieux, mais il défend l'intérêt de l'État, le pouvoir de l'État. 8 personnes ont été jugées pour espionnage pendant son mandat. C'est un record. Il a été très strict. Il déteste les fuites. Et la seule façon d'obtenir ces fuites, ce sont les lanceurs d'alerte. Ils rétablissent la vérité, ils protègent la démocratie. Quand quelque chose ne va pas, il faut qu'on soit au courant. On n'avait pas d'informations avant Snowden, on ne savait rien, on était dans le brouillard. Et maintenant encore, on a peu d'informations. Donc on lutte. Les gens comme nous, on lutte pour être au courant de ce que le gouvernement est en train de faire. Est-ce que vous filmez la face sombre des États-Unis? Oui. C'est une face sombre, mais c'est la face dominante. Depuis la Deuxième Guerre, on a construit une forteresse militaire tout autour de nous, avec des bases partout dans le monde.
Au moins 800 bases secrètes. Nous avons des délégations militaires dans chaque pays du monde. Nous vendons des armes à travers le monde. Nous sommes le plus gros vendeur d'armes. On encourage les gens à acheter des armes. Pourquoi? On a créé des zones militarisées. Et donc quand les gens achètent des armes, ils veulent s'en servir. Les États-Unis sont les maîtres du chaos dans le monde. Et on dit au monde entier, nous avons amené la paix et la prospérité. La Troisième Guerre mondiale n'a pas eu lieu. Ils racontent ça, mais j'ai l'impression que cette histoire-là, aujourd'hui, est complètement dépassée. Trop de gens sont morts. La France, dans ce paysage, c'est pour vous un endroit qui reste une démocratie de qualité ou pas? Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans le monde, mais je crois que la France est encore un endroit qui respecte le concept de démocratie, des droits laïques et pas religieux. La France a encore la possibilité de rester indépendante. Mais vous avez besoin d'un leadership plus fort. Quand j'étais jeune, De Gaulle a eu le courage de sortir la France de l'OTAN. Je pense que M. Chirac a fait quelque chose de formidable quand il a refusé d'aller en Irak. J'adore ça. Il était censé, il a dit au monde, réfléchissez bien. Et il avait raison, parce que tout ce qui s'est passé en Irak a été un désastre. Vous regrettez qu'on n'ait pas donné l'asile politique à Edward Snowden? Vous pensez que ça aurait été à l'honneur de la France de donner l'asile politique à Snowden ou de n'importe quel autre pays européen? Là, c'est la Russie qui lui a offert l'accueil. C'est une ironie, non? Oui, sacrée ironie. La France vous a déçu à ce moment-là ou pas? Beaucoup. Vous pensez qu'il va revenir un jour au pays, Snowden? Je ne crois pas, non. Pas dans le système actuel. Pour qu'il revienne, il faudrait que le système change de valeur. Il regrette parfois Snowden, ce qu'il a fait? Non. Non, il le dit dans le film. Il dit « Je dors bien la nuit parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il fallait. Et je ne suis pas inquiet pour demain. » Dernière question, vous espérez que votre film va faire bouger quelque chose? J'y pense différemment. Je me dis que si je ne l'avais pas fait, je ne me sentirais pas bien. On le fait parce qu'il le faut. On n'espère pas forcément changer les choses, mais au moins on a essayé. J'ai essayé. Votre prochain film, sur? Je n'ai pas décidé encore. Pas décidé. Venez en France, vous installer un petit peu. Ah, c'est gentil, merci, vous m'aidez. Mais vraiment, ouais, il n'y a pas de problème. Vous m'introduire. Vraiment. Merci Oliver Stone. À très bientôt. Thank you very much. Merci Nicolas. beaucoup. Et on se quitte en musique avec Sting, qui interprète juste pour vous un extrait de son dernier album. Belle et bonne soirée, rendez-vous dans 15 jours. My name is Sting, and I'm a singer and a musician. When I was a boy, I was inspired by the Beatles. I love the Beatles. And they gave me an idea that I could try and do the same. I live in New York. I like to walk the streets. I like to walk to work. I like to walk back home. I like to walk my dog in the park. I find it a very stimulating place for my creativity. So yes, I'm an Englishman in New York. 1, 2, 3. White page and empty field of snow. My room is 25 below. This cold pen chasing ghosts. The road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The fact remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter through a veil of snow and ice? Where could you be on such a lonely winter's night? I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching night and day. This heart's a lonely hunter. Hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter from behind the
have sensed too warm. Then the trail turned cold, cold, cold. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching night and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. I can't stop wanting